Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis venu vous parler de la volonté générale et pour aborder cette notion un peu difficile dans la philosophie de Rousseau, je vous propose ce point de départ qui est une première thèse. Le problème politique se ramène en réalité à une seule question fondamentale. Quand on s'interroge sur la question politique, il y a une question que l'on doit être à même d'affronter. Cette question, c'est comment on fait pour faire un ? Toute la politique, lorsqu'elle est pensée en des termes qui prennent en considération les intérêts de chacun, toute la politique doit toujours, tout politique doit affronter cette question. Comment on fait pour faire un ? Autrement dit, comment on fait pour unifier les forces et les volontés des individus qui composent un groupe social ? Le problème politique naît toujours de la division. C'est parce que nous ne sommes pas spontanément un, c'est parce que nos forces ne sont pas immédiatement unifiées, c'est parce que nos volontés s'opposent en vertu des choix individuels, en vertu de la volonté ou des désirs de chacun, c'est parce que nous sommes divisés que le problème politique se pose. Comment on fait pour faire un ? Voilà la question fondamentale que tout philosophe doit poser lorsqu'il s'interroge sur la question politique, lorsqu'il affronte la question politique. Et immédiatement, ce point de départ fait apparaître l'inanité d'une position. C'est la position du tyran. Les tyrans, voilà ce qu'ils sont. Ils sont ceux qui divisent ou ceux qui maintiennent la division de la société. Il n'y a pas d'unification des forces et des volontés dans une tyrannie. La tyrannie oppose les hommes. Et les tyrans assoiffés de pouvoir s'appuient sur la division de la société et sur la division des corps politiques. Ils jouent là-dessus, mus par leur insatiable avidité, ils sont sans cesse à la recherche d'un pouvoir grandissant. Tout est bon pour eux. La division de la société, mais aussi évidemment la conquête, la guerre qui permet de produire quelque chose qui est une pseudo-unité qui ne passe que par la terre. Rousseau fait remarquer que les rois de France ne se disaient pas rois des Français, mais rois de France, parce que celui qui tient la terre tient les hommes. Je vous laisse méditer la chose. Celui qui tient la terre tient les hommes. Simplement, quand on tient la terre et qu'on espère par là produire de l'unité, on est victime d'une illusion. Il n'y a pas d'unité simplement par le seul espace géographique. Alors, une fois qu'on a dit ça, si le problème politique, c'est l'unification, si l'obstacle à la question politique, c'est la tyrannie, alors il ne peut y avoir d'unification d'un groupe social tel qu'une société soit engendrée, il ne peut y avoir une telle unification que par la volonté de ceux qui, précisément, constituent l'ordre social. Il ne peut pas y avoir d'unification qui vienne de l'extérieur, par la contrainte d'un homme ou d'une assemblée. Il ne peut y avoir d'unification que par la volonté de ceux qui constituent le corps politique. Autrement dit, l'unité politique ne peut procéder que d'un pacte, puisque c'est une volonté, et plus précisément d'un pacte d'association, puisque association signifie production d'une unité. Societas, en latin, signifie association. Et il n'y a pas de société en dehors d'une unification. Et il n'y a pas d'unification en dehors de la volonté de ceux qui composent l'ordre social. Par conséquent, il n'y a d'unification de la société, de société véritable, que par un pacte d'association. Mais attention, un pacte d'association qui ne bénéficie pas à un tiers, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une assemblée, comme le croyait Hobbes. Hobbes soutenait que le contrat social est un pacte d'association, mais que ce pacte d'association, je vais y arriver, devait se faire au profit d'un tiers, d'un homme ou d'une assemblée qui, bénéficiant du contrat, unifiait par sa volonté même les forces et les volontés des individus qui composent la société. Il y a là une illusion. Lorsqu'un tiers bénéficie d'un pacte d'association, ce tiers-là bénéficie d'un pacte dont il n'est pas partie prenante. Autrement dit, il détient un pouvoir absolu, parce qu'il n'est pas engagé par le pacte. Alors, absolu ici, entendez un pouvoir irrésistible. Donc, à la division de la société, si l'on oppose une association au profit d'un tiers, à la division de la société, on oppose, dans le fond, une société d'individus atomisés, soumis à la volonté d'un homme ou d'une assemblée. La position de Rousseau dans le contrat social consiste à penser une unité réelle. C'est le cœur de la philosophie, ça. Comment on fait pour faire un ? Comment on fait pour produire de l'unité réelle ?
Et la thèse de Rousseau, c'est que cette unité ne peut résulter que d'un pacte d'association au profit, mais au profit des contractants eux-mêmes. Il faut que le pacte d'association bénéficie à l'ensemble des citoyens réunis en corps. Autrement dit, le pacte d'association revient à s'engager mutuellement envers nous tous. Chacun s'engage envers la totalité que constitue l'ensemble des citoyens réunis en corps. Ainsi, des volontés particulières émergent une seule volonté, la volonté du corps politique, la volonté du peuple, c'est-à-dire la volonté générale. Il n'y a pas d'unification possible de la société en dehors d'un pacte d'association qui soit tel que chacun s'engage à n'obéir qu'à une seule volonté, la volonté générale. Le citoyen n'obéit pas à la volonté d'un homme, il n'obéit pas à la volonté d'une assemblée, il n'obéit pas à la volonté d'un tiers, il obéit à la volonté générale, ce qui revient à dire qu'il s'obéit à lui-même. C'est ce point qu'il faut clarifier. Et c'est là que le concept de volonté générale chez Rousseau est un concept un peu rugueux, un peu difficile. Parce que qu'est-ce que la volonté générale ? Comment une pluralité de volontés peut-elle faire surgir une seule volonté ? Comment est-ce possible ? Alors souvenons-nous de l'enseignement de Descartes. Pour bien penser, nous dit Descartes, il faut penser clairement et distinctement. Autrement dit, pour bien penser, il faut commencer à distinguer l'objet que l'on cherche à penser de ce qu'il n'est pas. Pour bien penser la volonté générale, il convient donc de commencer par voir ce qu'elle n'est pas. Et elle n'est pas une simple somme. La volonté générale ne peut pas être la somme pure et simple des volontés particulières. Pour une raison évidente. Si je fais la somme des volontés particulières, je n'obtiens pas la solution au problème politique. Ce que j'obtiens, c'est le problème politique. Puisque précisément, je soutenais à l'instant, que le problème politique se ramène à une seule question, comment on fait pour faire un, et puisque la division de la société procède du fait que les volontés des individus ne s'harmonisent pas spontanément. Donc, si je me contente de faire la somme des volontés particulières, j'obtiens un agrégat. J'obtiens une somme qui est une juxtaposition de volontés contradictoires. Donc j'obtiens le problème politique. Je n'obtiens pas sa solution. Bon, je sais pas, par exemple, si je fais la somme de la volonté de celui qui veut augmenter les impôts avec la volonté de celui qui veut diminuer les impôts, vous voyez bien que, d'autant que celui qui veut l'augmentation des impôts veut l'augmentation des impôts qu'il ne paye pas, en général, et il veut l'augmentation de l'impôt qu'il ne paye pas, et celui qui veut la diminution de l'impôt veut la diminution de l'impôt qu'il paye. Donc ici, c'est l'intérêt particulier qui détermine la volonté de chacun. Donc si je fais la somme des volontés, j'obtiens bien le problème. Non, la volonté générale n'est pas une somme de volontés particulières. Une telle somme donne une vision erronée de la démocratie. Vous voyez, le peuple, c'est pas une somme de volontés. La somme des volontés, c'est une somme simplement quantitative. Platon, vous voyez ça très bien dans La République, lorsque Platon critique la démocratie, il critique ces démocraties qui ressemblent à ces étoffes constituées de fils multicolores. Ça donne une espèce d'étoffe agréable à regarder au premier abord. Mais ces étoffes-là n'ont pas la qualité des étoffes qui donnent à voir quelque chose qui possède une unité réelle. Pour prendre une métaphore, l'étoffe multicolore, elle est jolie, mais l'œuvre du grand maître qui peint une toile 2 mètres, c'est pas une somme de couleurs. C'est pas une juxtaposition de couleurs livrée au regard de manière arbitraire. Donc la cité, si c'est une somme simplement d'intérêts particuliers, de volontés particulières, si c'est ça la cité, si c'est ça la démocratie, elle n'est rien d'autre que l'antichambre de la tyrannie. Et oui, si la démocratie est une somme, et si il faut se contenter de compter, et si c'est la majorité qui décide, ça signifie que la minorité devra se soumettre à la majorité, ce qui revient à dire que la loi du plus fort règne dans cette cité en maîtresse. Donc la démocratie, ça n'est pas la majorité. La démocratie, c'est pas la volonté du plus grand nombre. Ça, c'est la volonté d'une foule. Et une foule n'a pas d'unité. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Et le peuple n'a qu'une seule volonté. La volonté générale, dont on vient de dire qu'elle n'était pas une somme de volontés particulières. Alors, nous voyons ce qu'elle n'est pas. Mais alors, c'est quoi cette volonté ?
Alors peut-être que l'idée de somme n'est pas totalement erronée en réalité, mais il faudrait se dire que la volonté générale, c'est une somme d'éléments composant une série géométrique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une démonstration relevant du calcul intégral, je vais vous donner une image. Je prends une pomme, je la coupe en deux, j'ai 2 demi-pommes. Je prends la demi-pomme que j'ai sous la main, je la coupe en deux, j'obtiens 2 quarts de pomme. Le quart de pomme, je le coupe en deux, j'ai 2 huitièmes de pomme. Par hypothèse, je continue l'opération à l'infini. J'obtiens donc une série géométrique. Un demi plus un quart plus un huitième plus un 16e à l'infini. Si maintenant je fais la somme de tous les morceaux de pommes que j'obtiens une pomme. Autrement dit, de manière assez étonnante, une somme d'une infinité de grandeurs peut donner une grandeur finie. Si ces grandeurs sont ordonnées selon une suite géométrique telle que celle que je viens d'énoncer à l'instant. Un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, etc. Imaginez à présent que chaque grandeur que je viens d'énoncer soit une volonté particulière. L'intégration, l'intégrale, la somme de toutes ces grandeurs donne 1. Autrement dit, une volonté peut résulter d'une infinité de volontés toutes différentes. C'est possible. Disons les choses de manière plus immédiatement compréhensible peut-être. La volonté générale, c'est ce qu'il y a de commun entre toutes les volontés particulières. Ce qu'il y a de commun. Rousseau nous dit, dans la première version du contrat social, que c'est un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable peut exiger de lui. Ce qu'il y a de commun entre toutes les volontés particulières, autrement dit, ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Donc la volonté générale n'est pas simplement une volonté extérieure à l'individu, elle est déjà présente en chacun, puisqu'elle est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Je prends un exemple. Nous constituons, par hypothèse là, un corps politique. Ce n'est pas simplement une assemblée venue assister à une conférence, nous constituons un corps politique. Je ne suis pas l'orateur, vous n'êtes pas là pour m'écouter, nous sommes des citoyens égaux et je prends la parole devant l'Assemblée pour informer l'Assemblée d'une réalité. À côté de nous, il y a un corps politique qui s'est organisé et qui va nous faire la guerre. Ah, il va nous faire la guerre, hein, on est bien renseigné, il est équipé. Hein. Et donc, je propose à l'Assemblée que nous nous organisions pour sauver nos vies, nos libertés et nos biens. Évidemment, si nous sommes réunis aujourd'hui, comme membres d'un corps politique, c'est pour une seule raison, sauver nos vies, nos libertés et nos biens. Donc si je soumets à l'Assemblée ce projet qui consiste à s'organiser pour défendre nos vies, nos libertés et nos biens, la volonté que j'exprime n'est rien d'autre que ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. On est d'accord. Maintenant, je fais remarquer à l'Assemblée que les caisses de l'État sont vides et que par conséquent, il faut lever un impôt pour nous donner les moyens de nous organiser afin de sauver nos vies, nos libertés et nos biens. Je soumets donc à l'Assemblée cette proposition. Nous allons lever un impôt exceptionnel permettant d'organiser notre défense afin de sauver nos vies, nos libertés et nos biens. La volonté générale. Ensuite, l'Assemblée est dissoute et nous rentrons à la maison. Et nous recevons la feuille d'impôt. Et là, nous trouvons, non plus en tant que citoyens, cette fois, c'est-à-dire en tant que membres actifs du corps politique, mais en tant qu'hommes ou que femmes, individuels, nous trouvons quand même que l'État y va un peu fort et que l'impôt est un peu élevé. Donc, la volonté générale, c'est la volonté porteuse de ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun, c'est-à-dire la volonté que chacun a en tant que membre du corps politique, participant à l'Assemblée dans laquelle il va dire publiquement ce qu'ils pensent en des termes tels que ce qu'ils disent vaut pour tous. Parce que si la majorité vote que la minorité qui est là devra se jeter par la fenêtre, ce ne sera pas la volonté générale. Donc la volonté générale n'est rien d'autre que ce qu'il y a de commun entre toutes les volontés particulières. En un sens, je l'ai dit, hein, l'idée de somme n'est pas sotte. Simplement, vous voyez, c'est la somme d'éléments constituant une série géométrique. Tout à l'heure, j'évoquais Platon qui critique la démocratie entendue simplement comme somme de volontés particulières. Là, nous retrouvons à nouveau Platon. Enfin, en tout cas, la figure de Socrate. En tout cas, ici, la figure de celui qui est à la racine de l'enseignement qu'on trouvera dans l'académie, au fronton de laquelle se trouvait inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre.
Rousseau sait bien que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est l'unité que nous cherchons. Lorsque l'on est républicain et lorsque l'on est démocrate, ce que nous cherchons, c'est le surgissement dans le monde d'une volonté qui est une volonté qui vaut en droit pour tous ceux qui constituent le corps politique. La conséquence, c'est que si la loi émane de la volonté générale, alors chacun, en obéissant à la loi, évidemment, n'obéira en fait qu'à lui-même. Si la loi émane de la volonté générale, et si la volonté générale est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun, alors chacun, en obéissant à la loi, n'obéit en fait qu'à lui-même. De sorte que, dans la République ainsi constituée, chacun est libre. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas d'unité possible dans la République sans la liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'unification possible de la société. Donc, il ne s'agit pas de se demander comment on fait pour qu'un peuple soit libre. Parce que là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de peuple. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'unification. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a qu'une juxtaposition d'individus préoccupés de leur sort particulier, juxtaposition qui n'est rien d'autre qu'une division de laquelle se nourrissent les tyrans. Alors, j'évoquais la figure du tyran au début de mon propos comme l'antithèse de l'unification de la société. Je suis passé rapidement sur cette figure parce que le jour où j'aurai besoin de philosopher plus de 3 minutes pour arriver à faire surgir l'idée que la tyrannie est illégitime, c'est que vraiment il y aura le feu. Il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour savoir que la tyrannie est la maladie de la société. Pas la maladie ou l'incendie de la société. Rousseau propose une belle métaphore. Le tyran ne produit pas d'unité et lorsqu'il disparaît, son empire après lui reste épars et sans liaison, éparse et sans liaison. Et il est comme le chêne qui tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Le tyran, c'est le feu qui consume le chêne, c'est le peuple, c'est la liberté. Le tyran, c'est le feu qui détruit les peuples et qui détruit la liberté. Et donc, de l'enseignement de Rousseau, d'une pensée adéquate de la volonté générale, on tirera cette idée centrale: il n'y a pas d'unification en dehors de la liberté, il n'y a pas de peuple qui ne soit un peuple libre, il n'y a pas de peuple véritable qui ne soit un peuple vivant démocratiquement, c'est-à-dire librement, et par conséquent, il faut traiter les tyrans comme ils le méritent, c'est-à-dire avec le mépris que méritent les fripons. Vous voyez ? Et les tyrans doivent toujours être combattus et pourchassés comme on combat et comme on pourchasse les criminels. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.